Merci Samuel et merci à- aux organisateurs d'avoir monté cette chaire de philosophie et de m'avoir invité à parler dans ce contexte. Alors, euh, je vais commencer par la chose suivante, c'est que quand on cherche à définir une science, on peut essayer de le faire en se tournant vers son objet. Et donc ma question va être celle-ci, quel est l'objet de la médecine? Et quand on pose cette question, une réponse vient assez rapidement, qui a l'apparence d'être simple. On pourrait dire que la médecine est la science des maladies. Alors cette définition est en apparence simple, car en fait elle est d'emblée polémique. En effet, on pourrait objecter que cette définition procède à un oubli fondamental, à savoir l'oubli des personnes malades. Lorsque je dis que la médecine est la science des maladies, on pourrait se demander, oui, mais que fait-on, que faites-vous des malades, que vous semblez oublier, en mettant en avant les maladies. Et un Canguilhem ferait remarquer assez malicieusement ceci, ce sont les malades qui appellent le médecin, et ce n'est pas les maladies qui appellent le médecin. Mais je vais vous demander d'accepter un temps cette définition, la médecine et la science des maladies, dans la mesure où si un homme s'adresse à un médecin, c'est parce qu'il pense être atteint par une maladie, et il attend du médecin qu'il l'identifie, la nomme et la soigne. Donc, partons de cette définition. Si la médecine est la science des maladies, il semble que la question logique qu'on ait à se poser est de savoir ce que l'on entend par maladie. A-t-on à notre disposition un concept clair, un concept précis et objectif de la maladie? Et je vous ouvrirai tout de suite une parenthèse en vous disant que ce soir, je ne ferai pas de distinction entre les termes de maladie et de pathologie. Alors, pour le dire en un langage un peu plus technique, il faudrait construire un concept de maladie qui permette sa plus grande extension, c'est-à-dire que ce qu'on entend par là, c'est qu'il faudrait construire un concept de maladie qui puisse contenir l'ensemble des maladies réelles. Donc avoir un concept de maladie à partir duquel je peux instancier, c'est-à-dire je peux subsumer sous ce concept toutes les maladies possibles que je rencontre dans le réel. Est-ce qu'on a un tel concept à notre disposition? Eh bien, je serais réservé pour deux raisons. La première raison, c'est que lorsque l'on regarde l'histoire de la médecine, on constate que la compréhension de la maladie a pu varier au cours de cette histoire, et elle a pu varier en fonction d'un certain nombre de critères. Par exemple, je ne vais pas être exhaustif dans la liste, mais la compréhension de la maladie a pu varier en fonction du siège de la maladie. C'est-à-dire que dans l'histoire de la médecine, on peut constater que parfois le siège de la maladie, c'est l'organisme. Parfois le siège de la maladie, c'est l'organe. Et puis, avec Bichat, ça a été le tissu. Et puis ensuite, ça a été la cellule. Et puis ensuite, ça a été le gène. Et puis ensuite, ça a été l'enzyme. Donc ma question, c'est est-ce qu'on a le même concept de maladie lorsqu'on parle d'une maladie liée à un organe, ou lorsqu'on parle d'une maladie génétique, ou lorsqu'on parle d'une maladie plutôt qui va toucher un tissu. Deuxième, toujours dans l'histoire de la médecine, deuxième chose qui a pu faire varier ce concept de maladie, c'est l'étiologie. Par exemple, est-ce qu'on a le même concept de maladie lorsqu'on parle de maladie infectieuse, lorsqu'on parle de maladie auto-immune, ou lorsqu'on parle de maladie génétique? Est-ce qu'on entend dans le même sens le terme maladie? Le concept de maladie peut varier aussi en fonction de la temporalité de la maladie. Même chose, je peux reposer la même question, est-ce qu'on a le même concept de maladie lorsqu'on parle d'une maladie critique ou lorsqu'on parle d'une maladie chronique? Enfin, mais la liste n'est pas exhaustive, le concept de maladie peut varier, on peut comprendre différemment le concept de maladie selon le type de maladie que l'on prend comme modèle. Parfois, il y a des maladies que l'on va prendre comme modèle pour réfléchir au concept de maladie. Aujourd'hui, quand on regarde un peu la littérature biomédicale, on constate que le concept, la maladie un peu modèle, qui permet de comprendre un peu toutes les autres maladies, c'est la maladie génétique. On assiste aujourd'hui à une génétisation des maladies, de sorte qu'il y a un certain nombre de maladies que l'on ne pensait pas génétiques, et on constate que finalement on trouve des gènes, pensez au cancer, pensez même aux maladies infectieuses, où on peut trouver des gènes qui fait que l'on ne répond pas, qu'un individu ne va pas être sensible de la même façon par rapport à un agent infectieux. Et là, à ce propos, vous avez une très belle thèse de Marie Darasson, soutenue en 2014, intitulée « Y a-t-il une théorie génétique de la maladie ?» Donc on pourra en revenir dans la discussion, mais justement, elle questionne, est-ce que vraiment aujourd'hui, il y a une sorte
est-ce que la maladie génétique devient un modèle pour penser les autres maladies? Alors, vous voyez bien que dans ces conditions, il n'est pas certain que les médecins aient en possession un concept unifié de la maladie. Ce dont les médecins ont à faire, ce sont des maladies. Et la question est de savoir, mais à propos de cette pluralité de maladies, est-ce que je suis capable d'en élaborer un concept unifié? Et on pourrait même se demander si les médecins ont vraiment besoin d'un concept de la maladie qui soit unifié. Parce qu'au fond, ce qui les intéresse, c'est de construire un concept opératoire de chaque maladie. Peu leur importe d'avoir un concept général de la maladie. Par contre, ce qui leur importe, c'est d'avoir un concept de la maladie infectieuse, un concept de la maladie génétique, c'est-à-dire pour pouvoir repérer dans les cas singuliers qu'ils ont devant eux, c'est-à-dire les patients, pour pouvoir repérer si le patient, la maladie qu'il présente, correspond au concept que j'ai de la maladie infectieuse, etc. Donc ça, c'était le premier point qui fait qu'on peut douter, on peut se demander si on a vraiment un concept clair, précis, objectif de la maladie. La seconde raison qui peut faire en sorte qu'on n'ait pas ce concept de maladie unifiée, c'est que la question de la définition de la maladie, c'est une question plutôt de philosophe, me semble, dans un premier temps. Et évidemment, comme toute question philosophique, ils ne sont pas du tout d'accord sur la réponse à apporter à cette question, qu'est-ce qu'une maladie ou qu'est-ce que le concept de maladie? Et à la fin des années 1970, et tout au long des 2 décennies suivantes, c'est-à-dire donc toute fin des années 70, 80 et 90, vous avez eu un débat qui a fait rage dans le monde anglo-saxon, entre d'une part, alors je vais choisir 2 noms qui seront un peu des têtes de gondole, entre d'une part un Américain qui s'appelle Christopher Bourse, B2ORSE, qui va chercher à donner une définition naturaliste de la maladie, et de l'autre côté, vous avez un philosophe suédois, mais qui a professé dans le monde anglo-saxon, Lennart Nordenfelt, Nordenfelt, qui lui va introduire plutôt une composante normative de la maladie avec la notion de capacité. Donc, du côté de Bourse, Christopher Bourse, voilà ce qu'il dit. Donc là, je vais vous donner une citation. La maladie n'est pas autre chose que le fonctionnement biologique d'une partie de l'organisme statistiquement subnormale pour l'espèce. Subnormal, ça veut dire statistiquement qu'il y a un écart, c'est-à-dire que la maladie va introduire un écart par rapport à l'état normal propre à l'espèce. Donc la maladie n'est pas autre chose que le fonctionnement biologique d'une partie de l'organisme statistiquement subnormale pour l'espèce. Donc, la classification des états humains comme sains ou pathologiques est une question objective que l'on doit résoudre à partir des faits biologiques de la nature, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des jugements de valeur. Donc pour Bourse, la maladie, si je veux avoir une définition de la maladie, il faut que cette définition soit objective et je dois en quelque sorte pouvoir pointer dans le réel, voilà de quoi il en retourne quand j'entends le terme maladie. A l'inverse, Nordenfelt considère que la maladie va plutôt affecter des capacités qui ne se réduisent pas à des capacités biologiques, car ces capacités humaines sont incluses dans des visées pratiques et sociales. De sorte que la maladie n'est pas seulement définie par rapport à un dysfonctionnement physiologique, mais que la maladie peut être aussi définie par rapport à ce que je suis incapable de faire dans une société donnée, ou par rapport à une activité que j'avais l'habitude de faire et que je ne suis plus capable de faire. Alors que peut-on conclure? On peut dire que la question de la définition de la maladie est une question d'abord de philosophe, et c'est d'abord une question épistémologique, tout simplement parce qu'elle interroge la médecine dans son statut de science. C'est-à-dire que finalement, les philosophes, quand ils s'intéressent à la maladie, ils se disent « mais je m'intéresse à la maladie parce que derrière ce que je suis en train de chercher à réfléchir, c'est qu'en est-il de la médecine en tant que science ou en tant que théorie ?» En revanche, dans la pratique médicale, on peut dire que les médecins ont des concepts opératoires des maladies qui leur suffisent, sans qu'ils se préoccupent de leur unification, sans qu'ils se préoccupent d'unifier les différents concepts qu'ils ont de la maladie dans un concept général. Et alors ce soir, ce que j'aimerais soutenir, c'est qu'il me semble que la définition de la maladie n'est plus aujourd'hui seulement une question épistémologique qui intéresse les philosophes de métier, mais que chercher à définir la maladie, c'est une question pratique.
Parce que derrière cette question de la définition de la maladie, ce qui est interrogé, c'est la nature même de l'acte médical. C'est-à-dire que on pourrait dire que la médecine doit s'intéresser au concept de maladie, et pas seulement les philosophes. Il faut que les médecins aussi s'intéressent au concept de maladie, parce que en tant que pratique médicale, on découvre dans la médecine des actes qui n'ont plus pour centre la maladie. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre d'actes médicaux aujourd'hui dont on peut se demander s'ils sont encore des actes médicaux. Parce qu'ils n'ont plus comme référence la maladie. Alors, ça veut dire que est-ce que tous les actes accomplis dans le milieu professionnel et institutionnel de la médecine, est-ce que tous les actes peuvent être considérés encore comme des actes appartenant à la médecine? Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est de me demander pourquoi la médecine aurait encore aujourd'hui besoin d'un concept de la maladie, quel que soit le contenu que vous donnez à ce concept. Et pourquoi la médecine en aurait besoin? Elle en aurait besoin pour pouvoir réfléchir à ce que c'est qu'un acte médical. C'est-à-dire, elle en aurait besoin pour pouvoir encore réfléchir sur ce que c'est, sur la pratique de la médecine. Parce qu'il y a aujourd'hui des pratiques médicales qui interrogent les limites de la médecine. Est-ce que, par exemple, un accouchement à l'hôpital est un acte médical? Par exemple. La patiente, la parturiente n'est pas malade. Pas de maladie. Alors, ce que je vais faire, c'est que, dans un premier temps, je vais approfondir cette question, c'est-à-dire la question c'est-à-dire le rapport entre la définition de la maladie et l'interrogation sur ce que c'est qu'un acte médical, et vous montrer, en fait, dans un premier temps, j'ai essayé de vous montrer que ce que c'est qu'un acte médical, savoir ce que c'est qu'un acte médical ne va pas du tout de soi, et ce n'est pas du tout évident. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas évident, je vais vous le montrer en prenant 2 points, en faisant 2 choses. La première chose, c'est que je vais d'abord vous donner une tentative de définition de la pratique médicale par un philosophe dont je viens de citer le nom, à savoir Lennart Nordenfelt. Donc, Lennart Nordenfelt a essayé de définir la pratique médicale, ce que c'est qu'un acte médical ou ce que c'est que la pratique de la médecine. Alors, pour ce faire, il remarque que la pratique médicale met en jeu d'abord de multiples acteurs autres que les médecins. La pratique médicale met en jeu des infirmières, des aides-soignants, des psychologues, des kinésithérapeutes, des travailleurs sociaux. Mais la pratique médicale met aussi en jeu des acteurs de l'éducation, des acteurs de la prévention, etc., etc. À partir de là, il va donner 3 définitions de la médecine. La première définition qu'il donne, c'est la définition qui est la plus restreinte. La plus restreinte, et voilà, alors j'allais doucement, et la plus traditionnelle. Première définition, la médecine est une pratique exercée par les médecins. Donc, dans cette première définition, exclusion de tous les autres acteurs médicaux. Exclusion des infirmières, exclusion des aides-soignants, etc. La médecine est une pratique exercée par les médecins dans un cadre professionnel qui vise l'amélioration de la santé d'une personne en soignant ou traitant ses pathologies, ses lésions ou ses imperfections, ou en réduisant les conséquences. Ce que vous notez, c'est que dans cette première définition, vous avez bien une définition de la médecine par rapport à la maladie, par rapport à la pathologie. Il fait bien référence à la pathologie. Lésions, pathologie, etc. Imperfection. Mais ce que Nordenfelt fait remarquer immédiatement, c'est que les médecins ne s'en tiennent jamais à cette seule activité. En effet, les médecins cherchent aussi à prévenir les maladies. Pensez par exemple à la diététique. Ils ne se contentent donc pas de soigner les maladies, ils cherchent à les prévenir. Les médecins, dit-il aussi, donnent des conseils et participent à une éducation à la santé. Donc, Nordenfelt dit que cette première définition n'est pas suffisante pour tenir compte de l'ensemble des activités que font les médecins. Dès lors, il va donner une seconde définition, un peu plus large que la première. La médecine est une pratique exercée par les médecins dans un cadre professionnel qui vise à améliorer la santé de leurs patients. La médecine est
une pratique exercée par les médecins dans le cadre professionnel qui vise à améliorer la santé de leurs patients. Mais, dit Nordenfeld, nous avons vu que dans ce cadre professionnel dans lequel les médecins s'exercent, il y a d'autres acteurs que les médecins, infirmières, aides-soignants, etc., etc. D'où une troisième définition, la plus large possible. Voilà ce qu'il dit. La médecine est une pratique exercée et supervisée dans un cadre professionnel, institutionnel, par les médecins et par le personnel paramédical en vue d'améliorer la santé. Et donc là, il intègre le paramédic, toutes les autres professions que les médecins. Pourquoi je vous donne ces trois définitions? Pour la raison suivante. C'est que si vous avez été attentif, entre la définition 1 et les définitions 2 et 3 de la pratique médicale, disparaît toute référence à la notion de maladie. Dans les définitions 2 et 3, n'apparaît plus le concept de maladie pour définir la médecine. En revanche, la médecine est définie en rapport ou en référence au concept de santé. Donc pour Nordenfeld, par exemple, ce n'est pas le concept de maladie qui est important pour définir la pratique médicale, mais c'est plutôt le concept de santé. Évidemment, toute la question sera de savoir si l'on peut définir la santé sans référence à la maladie. Mais vous voyez, vous avez déjà un premier exemple d'un philosophe qui, pour définir la pratique médicale, va se passer, ou semble se passer, du concept de maladie. La deuxième chose, pour vous dire que ce que c'est que la médecine et ce que c'est qu'un acte médical n'est pas simple, c'est que depuis plusieurs années, maintenant, émerge ce que l'on peut appeler la médecine améliorative. Alors, une définition de la médecine améliorative, je vais la reprendre d'un philosophe américain, Eric Jungst, J-U-E-N-G-S-T, Eric Jungst. Voilà ce qu'il dit à propos de la médecine améliorative, et voilà comment il la définit. Il s'agit d'une pratique qui améliore parce qu'elle augmente les fonctions ou les capacités de l'homme au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir ou restaurer une bonne santé. Une pratique qui améliore parce qu'elle augmente les fonctions, une pratique qui améliore parce qu'elle augmente les fonctions et les capacités de l'homme au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir ou restaurer une bonne santé. Alors, sur cette définition, je vais faire deux remarques rapides. La première est que le but de la médecine améliorative n'est pas le recouvrement de la santé, puisque l'individu qui a recours à la médecine améliorative est déjà en bonne santé, puisqu'il cherche simplement à s'améliorer, à améliorer ce qu'il possède déjà. La deuxième remarque est que cette définition de la médecine améliorative met l'accent sur l'idée que l'amélioration passe par une augmentation, car il s'agit d'atteindre un état ou d'accomplir une fonction qui serait au-delà d'une capacité dite naturelle. Donc ça veut dire qu'ici, améliorer consiste à augmenter une capacité au-delà de ce que je suis capable de faire naturellement. Un exemple d'une médecine améliorative, la question sera est-ce que c'est une médecine? C'est le dopage. Dans le dopage, j'augmente les capacités au-delà de ce que je suis normalement capable de faire. Et un philosophe comme Jérôme Goffet, j'y reviendrai, c'est un philosophe français, va même insister, il va aller un peu au-delà, en disant que la médecine améliorative vise encore plus largement que l'augmentation, vise tout simplement une modification de l'état ordinaire ou banal que l'on ne juge plus optimal. Je suis dans un état banal ou familier, ordinaire, que je ne juge plus du tout optimal, et donc je vais chercher à modifier cet état. Et donc, il ne s'agit plus du tout, il y aura alors le sentiment qu'existe un état meilleur que la simple santé. Que la simple santé, être simplement en bonne santé ne suffit pas, puisque je vais chercher à augmenter encore davantage mes capacités. Ou à modifier mes capacités. C'est pourquoi Goffet met dans la médecine améliorative la prise de Prozac en vue de se sentir plus heureux, la chirurgie esthétique, la stimulation électrique du cerveau, peut-être demain les modifications génétiques, mais aussi il met dans la médecine améliorative les moyens de contraception. Avec la médecine améliorative, il semble que nous n'avons plus ni malade, ni maladie. D'où ma question, est-ce qu'il s'agit encore d'une pratique médicale? Est-ce qu'il s'agit encore d'un acte médical? Donc, le but de mon intervention, c'est de poser la question des délimitations et de la circonscription de l'acte médical, savoir comment je peux circonscrire l'acte médical, en me focalisant ou en prenant pour fil directeur la médecine améliorative, qui va venir interroger la médecine traditionnelle, ce que j'ai appelé la médecine curative. Donc, voilà mon problème. Est-ce que la médecine améliorative, d'un côté,
et la médecine curative de l'autre peuvent s'insérer, est-ce que ces deux activités médicales peuvent s'insérer ou pas dans un cadre conceptuel à l'intérieur duquel joue encore le concept de maladie. La médecine, c'est la science des maladies. Si, maintenant, avec ma médecine améliorative, est-ce que la médecine améliorative fait encore référence au concept de maladie? Et dans ce cas-là, comment je peux unifier, comment je peux avoir une définition unifiée de la médecine qui s'applique aussi bien à la médecine curative et à la médecine améliorative? Et si je considère que c'est encore la maladie qui est le concept fondamental de la médecine, comment je peux appliquer ce concept de maladie à une branche de la médecine qui paraît ne pas du tout avoir comme objet la maladie? Donc, je vais maintenant faire deux choses. La première chose qui sera très rapide, c'est que je vais vous exposer 3 positions théoriques possibles par rapport à cette question. Et ensuite, je vais les prendre en revue, je vais les décrire et vous exposer les problèmes que chacune de ces positions pose. Chacune des positions que je vais vous présenter ne sont pas satisfaisantes pour un certain nombre de problèmes. Ce qui va arriver à la fin, autant vous le dire, à ce que j'ai une conclusion, enfin, je vais quand même trancher, enfin, je vais vous dire ma position, mais je ne suis pas certain que ma position, on peut être contre, enfin, on peut en discuter. Alors, première position possible, première position théorique possible, on pourrait soutenir que la médecine améliorative ne fait pas partie du domaine médical, pour une raison simple et massive, c'est qu'il n'y a pas de malade. Dès lors, le but de cette médecine améliorative n'est pas du tout le but d'un acte authentiquement médical, et donc il ne faudrait plus du tout user du terme de médecine dans ce cas-là. Donc première position, c'est de dire la médecine améliorative, elle n'a de médecine que le nom, et il faudrait arrêter de parler de médecine ici. Et ça fait, on fait tout autre chose. Mais deuxième position, on pourrait se dire, on pourrait admettre ou essayer de faire en sorte que la médecine améliorative et la médecine curative sont deux actes authentiquement médicaux. On pourrait admettre ça. Donc vous voyez, il y a une alternative. Soit je fais la médecine améliorative, quelque chose qui n'a rien à voir avec la médecine, soit je considère que la médecine améliorative fait partie de la médecine. Et appartient encore à la médecine. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Donc deuxième position, il faut trouver une définition qui englobe la médecine curative et la médecine améliorative. Et pour trouver une telle définition englobante, la deuxième position considère qu'il ne faudrait plus se référer au concept de maladie. Puisque le concept de maladie serait plus fondamental pour définir la médecine, puisqu'une pratique médicale, à savoir la médecine améliorative, ne met pas en jeu le concept de maladie. Donc cette deuxième position, ça serait de soutenir que, y compris la médecine curative, peut se passer du concept de maladie. Et n'a peut-être pas pour objet la maladie. Position assez étrange, il y a un philosophe qui va la soutenir. Troisième position théorique, on peut toujours chercher à trouver une définition qui englobe la médecine curative et la médecine améliorative, mais on va garder le concept de maladie. Et on va considérer que le concept de maladie reste le concept central pour définir la médecine. Mais à ce moment-là, il faut construire un concept de la maladie qui puisse intégrer la médecine améliorative, et donc aller jusqu'à dire que, y compris dans la médecine améliorative, il y a encore quelque chose qui relève de la maladie. Et donc avoir un concept de la maladie beaucoup plus large. Voilà les 3 positions théoriques. Alors, la première, donc je vais maintenant les décrire ces 3 positions. Donc, première position, la séparation radicale entre les deux activités. Cette position, elle a été défendue par un philosophe français qui, alors, à l'époque, il était à Lyon, je ne sais plus s'il est toujours, qui s'appelle Jérôme Goffet, G-O-2-F-E-2-T-E, G-O-2-F-E-2-T-E, qui, du coup, considère que la médecine améliorative n'est pas du tout une médecine, et donc il faut abandonner le nom de médecine améliorative et lui propose un autre nom, il propose le terme d'anthropotechnie. Le terme d'anthropotechnie, c'est-à-dire, grosso modo, d'intervention technique sur l'homme. Alors, cette position de Goffet, de séparer les deux, rencontre 2 objections. La première objection, c'est que l'idée d'amélioration, qui est au cœur de la médecine améliorative, donc ici qui est au cœur de ce que Goffet appelle l'anthropotechnie, cette idée d'amélioration
n'introduit pas du tout une rupture avec la médecine dite curative, voire même au contraire qu'il y a une continuité entre les deux. En effet, la médecine curative assume elle aussi l'idée d'amélioration. Il y a bien une amélioration aussi dans la médecine curative. Car chercher à guérir revient bien à chercher à améliorer l'état du patient par rapport à son état malade. Donc dans les deux cas, on a bien un exercice d'amélioration. Cependant, Goffet va quand même faire remarquer qu'il y a quand même une différence de taille, c'est que dans la médecine curative, ce qu'il s'agit d'améliorer, c'est l'état d'un malade, tandis que dans la médecine améliorative, ce qu'il s'agit d'améliorer, ce n'est pas quelqu'un de malade. Autrement dit, celui qui fait appel à l'anthropotechnie, cela ne relève pas d'une nécessité vitale pour lui. Il pourrait très bien vivre sans faire appel à l'anthropotechnie. Seulement, il juge que son état naturel, ou son état normal, ne lui suffit pas. Je juge que mon nez ne va pas. Pourtant, c'est mon nez, il est à l'état normal, il n'est pas, mais ça ne va pas. Donc, je vais faire appel à l'anthropotechnie. Et donc, pour pouvoir modifier mon état normal, pour qu'il soit plus optimal à mes yeux. Donc, voilà comment Goffet répond à la première objection. Il y a une seconde objection qu'on a pu faire sur cette distinction, c'est qu'on a pu dire que cette distinction, elle se fait sur une différence naturelle-non naturelle. La médecine curative serait dite naturelle, puisque finalement la nature tend, si on reprend un peu Hippocrate, à retrouver l'équilibre, tandis que la médecine améliorative, l'anthropotechnie, précisément dans le terme anthropotechnie, ça serait non naturel, ça serait de l'artificiel, j'augmenterais artificiellement mes capacités. Et donc il y aurait d'un côté une médecine dite naturelle, de l'autre côté une pratique complètement artificielle, complètement technique. Évidemment, Goffet va dire, si moi je fais une telle distinction entre médecine améliorative, enfin anthropotechnique et médecine curative, ce n'est pas du tout en me basant sur cette opposition naturelle-non naturelle, puisque dans la médecine curative, évidemment, il y a des actes hautement technicisés dans la médecine, qui font appel à des machines, etc. etc. Donc vous ne pouvez pas dire que la médecine est une pratique, est un acte naturel, qu'il y a une naturalité de l'acte médical. C'est un acte aussi technique qu'un acte anthropotechnique. Dès lors, sur quoi se fonde Goffet pour séparer radicalement les deux activités, activité anthropotechnique, activité médicale, au sens classique du terme. La première différence, c'est que, fondamentale, c'est qu'il y a une différence entre un état pathologique d'un côté et un état ordinaire ou familier de l'autre, où tout fonctionne dans le silence des organes. Vous avez un individu où tout fonctionne bien, et vous avez de l'autre côté, dans le malade, où quelque chose ne fonctionne pas. Mais, aussi bien du côté du malade que du côté de celui qui demande une augmentation anthropotechnique, dans les deux cas, vous avez un jugement négatif qui est porté sur l'état dans lequel je suis. Dans les deux cas, le malade, aussi bien que l'individu qui veut être amélioré, juge leur état insatisfaisant. L'état malade est jugé insatisfaisant par la souffrance, l'affaiblissement, l'amoindrissement de mon être qu'entraîne la maladie, tandis que l'individu candidat à l'anthropotechnie juge son insatisfaisant, son état ordinaire, et s'il le juge insatisfaisant, c'est à l'aune d'un désir, ou c'est à l'aune d'un besoin existentiel. C'est-à-dire que j'estime que ma vie serait meilleure si j'avais un nez différent. J'ai un désir existentiel d'avoir un nez différent. De sorte que la guérison apporte un bénéfice vital, tandis que la modification anthropotechnique apporte un bénéfice existentiel. Voilà la première différence. La deuxième différence, c'est que, puisque l'individu n'est pas malade, dit Goffet, il ne fait donc pas appel à un médecin. Si bien que l'entretien qu'il a avec la personne compétente n'est pas une consultation médicale. Mais c'est une relation où l'un fait des demandes, l'individu qui veut être augmenté, et où l'autre fait des propositions. C'est-à-dire où il lui dit, voilà ce qu'il est possible de faire, voilà ce qui n'est pas possible de faire, voilà les bénéfices que vous pourrez en retirer, voilà les inconvénients que vous pourrez avoir, etc.
Donc Goffet dit, là, vous n'avez pas il n'y a pas de consultation médicale, donc il n'y a pas de médecin. Il n'y a plus de médecin non plus. Troisième différence, c'est donc, puisque l'anthropotechnie n'est pas une relation médicale aux yeux de Goffet, l'anthropotechnie n'est pas régie par la déontologie médicale. Et donc, ça veut dire que vous avez une activité qui doit définir une déontologie qui lui soit propre, où sont mis en avant les principes de prudence et la préservation de l'autonomie de l'individu. Mais ce n'est plus la déontologie médicale qui prévaut. C'est une autre déontologie. Alors la conséquence de tout ça, c'est que vous voyez bien que Goffet juge central le concept de maladie pour délimiter un acte médical. Si, pour lui, un acte médical est centré sur la maladie, de sorte que l'anthropotechnie, n'étant pas centrée sur la maladie, ne peut pas être un acte médical. Alors, maintenant, quelles sont les difficultés et pourquoi c'est enfin, ouais. Bon. Donc, il y a des difficultés à ce que fait Goffet, et je vous en propose deux, mais elles ne sont pas insurmontables, hein. Je ne dis pas qu'elles sont insurmontables, je pense que Goffet peut y répondre. Première difficulté, l'anthropotechnie use de savoirs médicaux. Et d'un point de vue technique, ces interventions réclament des actes médicaux. Est-il possible, dès lors, de distinguer deux gestes qui, dans la pratique, sont identiques? Pour esthétique qu'elle soit, la chirurgie esthétique n'en reste pas moins une chirurgie. Certes, la distinction est nette entre l'anthropotechnie et la médecine quand on regarde les conditions initiales et les fins. Elles ne visent pas les mêmes fins, d'accord? Mais la distinction est beaucoup moins nette lorsque l'on regarde les moyens déployés. Je fais de la chirurgie. Ou si je dope mon coureur cycliste, je lui donne un médicament. Enfin, je lui donne une substance qu'on peut considérer comme médicamenteuse, sauf que j'utilise différemment. Deuxième difficulté, c'est que, vous vous souvenez, Nordenfeld dit que la médecine classique, hein, la médecine curative, ne se contente pas d'être curative, ne se contente pas de soigner, et que la médecine, les médecins font d'autres actes, et notamment l'acte de prévention. La médecine, elle est aussi préventive. Mais alors, s'il appartient aux médecins de soigner et de prévenir les maladies, ne pourrait-on pas penser que l'anthropotechnie peut peut-être présenter des moyens de prévenir l'apparition de certaines maladies? Peut-être qu'on pourrait très bien s'augmenter pour empêcher que certaines maladies surviennent. Et à ce moment-là, est-ce que l'anthropotechnie ne serait pas à nouveau un acte médical? Puisque, justement, ce que je vise, c'est que je vise donc de ne pas avoir une maladie qui pourrait m'arriver. Donc, vous voyez, c'est pas si évident que ça, cette distinction. Dès lors, deuxième position. Face à toutes ces difficultés, à ces deux difficultés, il peut être tentant d'inclure l'anthropotechnie au sein de la médecine et de dire que la médecine améliorative est bien une médecine à part entière. Et donc de rechercher une définition commune à la médecine curative et à la médecine améliorative. Et peut-être que la meilleure façon de faire, c'est d'éjecter le concept de maladie. Ça serait d'éliminer le concept de maladie, de sorte que médecine améliorative et médecine curative déploieraient des actes médicaux qui ont le même sens, mais qui se passent du concept de maladie. Les patients ne seraient plus des individus porteurs de maladie, mais simplement ceux sur qui des actes médicaux s'appliquent. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas un patient parce que vous avez une maladie, mais vous êtes un patient parce qu'un acte médical s'applique sur vous. Alors cette thèse, elle a été soutenue par Eslow, Germund Eslow, H-E-2-S-L-O-W, et qui en 1993 a écrit un article qui s'intitule « Avons-nous besoin d'un concept de maladie ?» Et voilà ce qu'il dit. « La question de la santé et de la maladie n'est pas pertinente. » Incroyable. Voilà, il dit voilà, je réfléchis sur la médecine et je vous dis que la question de la santé et de la maladie n'est pas pertinente. À aucun moment, nous n'avons vraiment besoin de savoir si quelqu'un a une maladie ou pas. Et par conséquent, nous n'avons pas besoin d'une définition de la maladie. Même Eslow dira que le concept de maladie, il est superflu pour la pratique médicale.
il est superflu pour la pratique médicale. En revanche, les médecins en ont besoin de ce concept de maladie ou de ce terme de maladie, tout simplement pour apposer une étiquette sur leur champ de compétences. Je suis spécialiste de maladie infectieuse, je suis spécialiste de maladie génétique. Mais c'est juste pour apposer une étiquette sur ce que je fais, mais sinon, pendant la pratique médicale, je n'ai pas besoin de me référer au concept de maladie. Alors, ce qui m'intéresse dans cette position, donc qui est vraiment radicale, ce sont les exemples que Eslo prend. Et il dit, finalement, on s'est illusionné en croyant que le concept de maladie était nécessaire à la médecine, parce que, effectivement, dans la plupart des cas, il se trouve qu'il y a une coïncidence entre l'acte médical et la présence d'une maladie. C'est-à-dire que, effectivement, quand je produis un acte médical, il se trouve que très souvent, cet acte médical est en coïncidence, est en rapport avec la présence d'une maladie. Mais Eslo dit que c'est une simple coïncidence. Le rapport entre l'acte médical et la maladie, c'est simplement un rapport accidentel. Ce n'est pas un rapport essentiel entre les deux. En effet, pourquoi dit-il ça? Il dit il y a bien des pathologies. Si c'était un rapport essentiel entre médecine et maladie, Eslo dit si c'est un rapport essentiel, ça voudrait dire que toute pathologie réclame un acte médical. Si c'est un rapport essentiel. Or, Eslo dit, il y a des pathologies qui ne sont pas traitées. Il y a des pathologies qui ne sont pas traitées parce qu'elles ne représentent aucun danger pour les patients. Inversement, dit Eslo, il y a des pratiques, et il pense ici à la médecine améliorative, chirurgie esthétique, changement de sexe, médecine du sport, notamment. Il y a des pratiques médicales qui accomplissent des actes médicaux sans présence de pathologie. Dès lors, la médecine améliorative a cette vertu de nous sortir de notre sommeil dogmatique, qui nous faisait croire qu'il y avait un rapport d'essence entre l'acte médical et la maladie. La médecine améliorative, pour Eslo, mieux que la médecine curative, nous révèle ce qu'est un acte médical. C'est quoi un acte médical? C'est la réponse à une demande sur ce que le patient souhaite. En faisant cette précision que ce que le patient souhaite, il le juge toujours bénéfique pour lui. Qu'est-ce que c'est qu'un acte médical? C'est la réponse à une demande sur ce que le patient souhaite, de plus bénéfique pour lui. Il conclut, ce n'est pas en réalité la présence d'une maladie qui est cruciale, mais le fait qu'une certaine intervention médicale peut être bénéfique et que le médecin a le pouvoir d'aider le patient. Alors, même chose, je ne sais pas si vous êtes emballé par cette tentative de définition. Il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est que à abandonner le concept de maladie, on va donner une très grande extension au champ médical. Si l'acte médical est défini par une demande d'assistance, on ne sait alors plus tellement ce qui relève de la médecine proprement dit, tant potentiellement tout pourrait relever d'elle. C'est-à-dire que si vous enlevez le concept de maladie, ça veut dire que, grosso modo, la médecine va pouvoir intervenir dans n'importe quel champ. Et il va y avoir une médicalisation de nos pratiques et de nos vies. Mais alors, vous voyez que, alors même qu'on est dans une recherche, et Eslo le dit, alors même que Eslo recherche ce qui peut être une spécificité de la médecine, il en vient à définir la médecine qui ne lui donne pas les moyens de délimiter exactement ce qui relève de la médecine et ce qui n'en relève pas. Tout pourrait relever de la médecine. Dès lors, il me semble qu'on a quand même besoin de concept de maladie, peut-être non pas positivement pour dire ce qu'est la médecine, mais on aurait besoin d'un concept de maladie pour dire négativement ce que la médecine n'est pas. Bref, premier problème, c'est que vous avez un très grand flou dans la délimitation de ce qui relève du champ médical si vous enlevez le concept de maladie. C'est plus très bien ce qui relève de la maladie ou pas, de la médecine ou pas. Comme le temps avance, je vais passer sur ma seconde difficulté. Je vais vous la dire rapidement, c'est que Eslo, il dit ceci, le concept de maladie, à la rigueur, dit-il, il peut être pertinent, non pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique pour régler le rapport entre malade et médecin. Autrement dit, Eslo dit peut-être qu'on aurait besoin du concept de maladie, non pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue éthique. Mais d'un point de vue éthique, c'est-à-dire ça permet que le médecin ne fasse pas n'importe quoi sur son patient, dès lors qu'il pense ou il estime ou il projette qu'il y a de la maladie en lui.
Mais du coup, mais alors, Eslo, là, il se contredit un peu parce qu'il réintroduit dans la définition de la médecine la relation médecin-patient. Et dès lors qu'il réintroduit la relation médecin-patient, il va réintroduire de l'éthique, de la morale, et justement, il nous a dit que le concept de maladie, il est important dans ce champ éthique. Donc, ce que je veux, la critique qu'on peut faire, c'est que peut-être que le concept de maladie est encore important pour la médecine, tout simplement parce que la médecine a toute une dimension morale, toute une dimension éthique, et que c'est là que se joue, que peut-être est essentiel le concept de maladie, et qu'il faut le garder. Il faut garder le concept de maladie, peut-être à cause de cette dimension éthique ou morale que traîne nécessairement l'acte médical dès lors qu'il y a une relation avec un patient. Dès lors, je passe à la troisième position théorique, qui serait la suivante. On garde le concept de maladie, parce que ce qui est au cœur de la médecine, c'est la relation entre un patient et un médecin. Donc il ne faut pas abandonner le concept de maladie, même s'il fait débat. Mais alors, comment étendre ce concept de maladie à la médecine améliorative, où il semblerait qu'il n'y ait pas, justement, de maladie? Peut-on raisonnablement dire à un homme, alors je suis désolé de l'exemple, on a les exemples qu'on peut, peut-on raisonnablement dire à un homme qui veut augmenter la taille de son pénis, alors que par ailleurs, il sait la taille de son pénis normale, et alors que par ailleurs, il n'éprouve aucune difficulté particulière dans sa vie sexuelle, et qu'il ne se sent nullement malade, peut-on lui dire qu'il est malade, qu'il est de fait malade, puisqu'il demande une augmentation de la taille de son pénis? Serait-il malade sans le savoir, le médecin sachant alors mieux que lui et sachant pour lui ce qu'il ignore? Donc, croyant s'adresser à un anthropotechnicien, notre individu continuerait de fait à s'adresser à un médecin qui n'ignore pas qu'il reste médecin. Donc, ma question c'est, est-ce que nous avons plus de chances de délimiter la pratique médicale et ce que c'est qu'un acte médical, en intégrant le concept de maladie, mais en se tournant cette fois-ci vers l'auteur de la médecine, alors j'ai pris le médecin, mais n'oubliez pas tous les autres, c'est-à-dire tout le domaine paramédical, se demander ce qu'est la pratique médicale reviendrait à se demander finalement ce qu'est un médecin. Alors, le médecin, il répond à une insatisfaction. Que cette insatisfaction relève de la maladie ou qu'elle relève d'un mal-être propre à quelqu'un qui cherche à s'augmenter, par exemple un mal-être sexuel. Mais la réponse que la médecine apporte à cette insatisfaction, dans les deux cas, que ce soit une insatisfaction maladive ou que ce soit une insatisfaction liée à la recherche d'une amélioration, la réponse apportée par la médecine peut se comprendre selon un concept, le concept de soin. Le médecin est ce qui va apporter un soin. Et donc, le médecin répond d'une façon très particulière à la demande de l'individu, non pas par une offre, comme le pense Goffet, une offre, voilà, je t'offre quelque chose, et puis... Non pas non plus par un savoir-faire. Je ne m'adresse pas au médecin parce qu'il possède un savoir-faire, je m'adresse à lui aussi parce qu'il possède un savoir-faire, mais le savoir-faire qu'il possède lui permet de faire un acte qui est un acte de soin. Mais si le soin est ce qui se retrouve être... Et c'est la même chose pour la médecine améliorative. Si je viens voir quelqu'un pour qu'il me refasse le nez, je réclame de lui quelque chose qui relève du soin. Mais si le soin est ce qui se retrouve être commun dans n'importe quel acte médical, qu'il soit curatif ou amélioratif, alors vous voyez bien que l'acte de soin n'est pas d'une nature nécessairement curative. Et donc on pourrait avancer l'idée que la médecine est une pratique thérapeutique, entendu que le thérapeutique ne se réduit pas à du curatif. Mais alors, cette définition peut sembler encore extrêmement vague. Car, si le thérapeutique n'est pas seulement le curatif, alors, est-ce qu'on ne tombe pas sous la même critique que l'on a adressée à Eslo, et dire que tout est thérapeutique? Tout pourrait relever du soin, de sorte que l'on ne sait toujours pas ce qui fait la spécificité du soin médical. Car après tout, la mère prend soin de son enfant, et il ne s'agit pas d'un acte médical. Le professeur prend soin de ses élèves, et il n'est pas médecin. Ce n'est pas le médecin de ses élèves.
Pourtant, il peut très bien dire ça. J'ai le souci de mes élèves, je prends soin de mes élèves. L'amant prend soin de son amant. Et si on est platonicien, les gouvernants prennent soin des gouvernés. En théorie. Actuellement, c'est moins le cas. Mais en théorie, on devrait prendre soin des gouvernés. Donc, vous voyez, lorsque je dis que l'acte médical relève du soin thérapeutique, il faut donc que je précise ce qui fait la caractéristique, la singularité, la spécificité du soin thérapeutique par rapport à d'autres soins, comme le soin maternel, comme le soin du professeur pour ses élèves, etc. Alors, quels soins spécifiques apporte le médecin lorsqu'il fait un acte médical? Je vais être très rapide et très succinct, très allusif. Il me semble qu'on pourrait avancer 2 caractéristiques possibles. La première caractéristique, c'est que l'objet premier du soin thérapeutique, c'est le corps, en tant que celui-ci peut être sujet à défaillir. Alors, je pense qu'on peut faire des objections, parce que la mère qui prend soin de son enfant, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans une certaine mesure aussi, elle a le soin du corps en tant qu'il peut défaillir, etc. Bon. Alors, l'objet premier du soin thérapeutique, c'est le corps, en tant que celui-ci peut être sujet à défaillir. Soit il défaille de fait dans la pathologie, soit donc j'ai une pathologie, donc le corps, là, il est en train de défaillir, soit il est à la source d'une insatisfaction existentielle dans la médecine améliorative. Mais il est bien l'objet du soin thérapeutique parce qu'il est l'objet d'une préoccupation de la part du patient. Il y a soin thérapeutique lorsque le corps sort de son silence et devient un problème pour la conscience qui s'incarne en lui. Mon nez, là, j'ai pas de problème avec mon nez, il ne pose aucun problème. Mais si jamais mon nez devient pour moi un problème, si mon nez sort de son silence et se rappelle à moi continuellement, eh bien, à ce moment-là, le corps va devenir un objet du soin thérapeutique. Mais, donc vous avez une dimension subjective du soin, d'accord ? Mais cette dimension subjective du soin va rencontrer une seconde caractéristique du soin thérapeutique, à savoir la mise en jeu d'un savoir scientifique constitué et de tout un ensemble de connaissances vérifiées et objectives. Donc le soin médical, c'est à la fois un soin subjectif qui répond à une insatisfaction subjective, mais c'est aussi un soin qui va mettre en jeu un savoir scientifique et un savoir objectif. Et pourquoi c'est important de rajouter cette seconde caractéristique? Tout simplement pour pouvoir faire le départ ou la différence entre le médecin et le guérisseur, entre le médecin et le charlatan. Parce qu'on pourrait dire que le guérisseur aussi prend soin lorsqu'il vous maraboute. Il y a bien du soin aussi. Et vous ne pouvez pas dire que c'est un soin médical. Alors, où passe la différence? Peut-être elle passerait dans le fait que là, il n'y a pas un savoir-faire scientifique, objectivé, par une pratique scientifique, d'expérimentation, de vérification, etc. Alors, avec ce concept de soin, qui pourrait caractériser la médecine et l'acte médical, est-ce que nous avons perdu le concept de maladie? Et il me semble que justement, le concept de soin permet d'assumer le concept de maladie. Dans la médecine améliorative, il est vrai qu'il n'est pas possible d'objectiver, sous la forme d'une pathologie déterminée, l'expérience vécue du patient. Mon pénis a une taille normale, médicalement, voilà, il n'y a rien à dire. Mais en revanche, il y a une insatisfaction de la part de l'individu. Et alors, on pourrait à ce moment-là définir la maladie. Et là, je vais prendre position dans le débat Bourse-Nordenfelt, et je vais être plutôt du côté de Nordenfelt, c'est-à-dire que je défends plutôt une position normativiste de la maladie, et donc je suis plutôt un canguilhémien à ce niveau-là. Je suis plutôt du côté d'un Canguilhem. Voilà comment Canguilhem entend la maladie. Dans l'article « Les maladies » de l'Encyclopédie Universalis, donc Canguilhem, un grand philosophe de la médecine. Les maladies sont des crises dans l'effort entrepris pour égaler un modèle dans l'ordre des activités choisies ou imposées,
et dans le meilleur des cas, pour défendre des valeurs ou raisons de vivre. C'est-à-dire que, quand Guilhem dit, on peut définir la maladie, non plus objectivement en désignant un dysfonctionnement organique, ou pas seulement ça, on peut le faire, mais c'est pas seulement ça. La maladie, c'est une expérience de la crise. Et mon nez, peut-être que je fais l'expérience d'une crise. Et à ce titre-là, Canguilhem pourrait très bien dire que ça peut relever d'un concept un concept de maladie qui serait beaucoup plus large que simplement un concept physiologique, naturaliste, si je peux dire, de la maladie, objectiviste de la maladie. Je rajoute une chose, Canguilhem dit « Les maladies de l'homme ne sont pas seulement des limitations de son pouvoir physique, ce sont des drames de son histoire. » Les maladies, ce sont des drames de son histoire. Et à ce titre, celui qui va faire appel à la médecine améliorative, il vit aussi un drame. Et s'il vit un drame, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il fait l'expérience, quelque part, de la maladie? Alors, je suis d'accord que c'est un concept très, très large, très flou, du coup. Et du coup, la question, pour finir, j'aimerais poser, quel est le drame de l'individu qui cherche à s'augmenter? Quel drame vit-il pour qu'il cherche à se modifier, pour qu'il cherche à s'augmenter? Quel drame, comment il s'appelait le cycliste, Louis Armstrong, non pas Louis Armstrong, Armstrong, c'est Louis, il s'appelait Lance Armstrong. Quel drame Lance Armstrong a-t-il vécu pour avoir pris du dopage et pour s'être augmenté? Alors, la médecine curative, voilà. Donc c'est cette question que je vais prendre en charge pour finir. Et il me reste, j'ai encore 5 minutes. Ouais. Bon. La médecine curative, elle soigne des hommes qui se sentent malades et le sont bel et bien. La médecine améliorative, on pourrait dire qu'elle soigne des hommes qui ont peur de tomber malades et qui cherchent donc à ne jamais tomber malades. Et qui sont peut-être précisément malades pour cette raison. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que pratique de soins, la médecine a sans doute toujours comme horizon la maladie. Soit parce que la maladie est actuellement ce qui fait souffrir un individu, soit parce que la maladie est ce que l'individu ne souhaite pas qu'il souffre. La différence dès lors entre médecine classique et médecine améliorative, c'est simplement une différence de temporalité. La médecine curative intervient une fois la maladie déclarée. La médecine améliorative interviendrait pour que, idéalement, jamais une maladie ne se déclare. Armstrong se dope pour que jamais il soit objet d'une défaillance dans un col. Pour qu'il ne puisse jamais connaître la défaillance. Etc. Alors que le cycliste va prendre... le soir, va peut-être prendre un médicament de récupération parce qu'il a connu la défaillance. Et du coup, le médecin lui dit « Hop, pour repartir demain, tiens, je te donne un truc. » Cette différence de temporalité, me semble-t-il, peut se révéler décisive pour appréhender le geste de la médecine améliorative et un petit peu juger de quoi il en retourne. Parce que ce qui est en jeu, c'est ni plus ni moins qu'une toute autre compréhension de la santé. Et donc là, aussi, je vais revenir sur ce concept de santé. Être en bonne santé, aux yeux de Canguilhem, c'est avoir la possibilité de tomber malade et de s'en relever. Vous êtes en bonne santé parce que vous pouvez tomber malade. Tandis que le malade, par exemple, celui qui souffre du sida, il est malade parce qu'il ne peut plus tomber malade. Il ne peut plus avoir un rhume, une grippe, etc. Il n'a plus la possibilité de le faire parce qu'il sait qu'il ne s'en relèvera pas. Tandis que vous pouvez vous en relever. Connaître la guérison peut avoir même pour effet de renforcer l'organisme et de lui permettre d'accéder à une puissance accrue, si je peux dire. Donc être en bonne santé ne consiste nullement à chercher à ne pas tomber malade, mais à ne pas se préoccuper de l'être, dans la mesure où nous avons la capacité à courir le risque. Être en bonne santé, c'est que vous pouvez prendre le risque de tomber malade. Vous pouvez tout à l'heure ne pas mettre votre manteau dans la rue, prendre ce risque-là, parce que vous savez que vous pouvez vous en relever si jamais vous tombez malade, vous avez un rhume. Ce que fait la médecine améliorative, c'est qu'elle a une toute autre conception de la santé.
elle juge au fond que cet état de santé, l'état de santé que je viens de décrire avec l'aide de Canguilhem, cet état de santé n'est pas le plus optimal, tout simplement parce que cet état de santé, il est ouvert au négatif, il est ouvert à l'épreuve, il est ouvert à la déception. C'est-à-dire que Canguilhem dit, être en bonne santé, c'est connaître la défaillance, c'est connaître la maladie, mais sans relever. Et la médecine améliorative dit, peut-être que le mieux, c'est même de ne pas connaître du tout l'expérience négative de la maladie. Ça serait de pouvoir s'en passer. Donc, la médecine améliorative estime que l'état optimal est donc un état qui atteindrait un au-delà de la santé. Ce serait peut-être cet état où je sais que je ne tomberai plus jamais malade. Que la maladie devient pour moi l'expérience du négatif, de l'infraction, de la déception, de l'épreuve, de la souffrance, mais désormais inconnue, grâce à mon amélioration. Or, il me semble que dans la dernière page du normal et le pathologique, le grand livre de Canguilhem, là, Canguilhem se demande si cet état d'un homme normal, qui ne serait plus exposé à la moindre maladie, ou à la moindre infection, à la moindre infraction, il se demande si, précisément, ce n'est pas encore un état maladif. C'est-à-dire, il se demande si le fait de ne plus être malade, ce n'est pas justement cela, être malade. Être malade, de ne plus pouvoir être malade. Je cite Canguilhem, « En quel sens entendre la maladie de l'homme normal ? Par maladie de l'homme normal, il faut entendre le trouble qui naît à la longue de la permanence de l'état normal, de l'uniformité incorruptible du normal, la maladie qui naît de la privation de maladie, d'une existence quasi incompatible avec la maladie. » Et il me semble que la médecine améliorative, du coup, loin de se dégager du concept de maladie, au contraire, elle participe pleinement de l'inquiétude humaine face à une vie nécessairement à jamais inachevée et donc ouverte à tous les vents. Mais la médecine améliorative cherche à répondre à la crise ou à la déception que vivre peut entraîner, en essayant d'enclore la vie dans une sorte d'état optimal ou d'une sorte de perfection glacée, où tout est parfait, où je ne donne plus prise à la moindre souffrance. Dès lors, on pourrait dire que la médecine améliorative, loin de rendre impossible l'advenue des maladies, est peut-être une pratique médicale, certes, mais c'est une pratique médicale qui va engendrer d'elle-même de nouveaux trous, qui va engendrer d'elle-même de nouveaux drames dans la vie humaine, et qui va préparer de nouveaux drames, tout simplement parce que, en tant qu'activité humaine, qui porte sur un corps vivant, au même titre que toutes les autres activités médicales, elle entre dans une relation dialectique où les réponses aux maladies suscitent et susciteront, ou feront surgir d'autres maladies. Ça veut dire que la médecine améliorative, loin de supprimer toutes les maladies, suscitera ou produira de nouvelles maladies, tout simplement parce que les maladies sont des réalités vitales qui ont elles-mêmes une puissance de réponse. La grippe, regardez le virus, il mute, il a une puissance de réponse par rapport au vaccin. Il ne se laisse pas faire. Il réagit, etc. Alors, je conclus. Alors, je suis assez méfiant quant aux finalités dernières de la médecine améliorative. Mais quelles que soient les raisons sociales, économiques, techniques ou métaphysiques qui ont présidé à sa naissance, il faut prendre acte que la médecine améliorative est maintenant là. Et les positions de Jérôme Goffet me semblent très solides, de dire c'est pas du tout de la médecine, mais pour le moment je préfère, donc voilà ma réponse, je préfère garder la médecine améliorative au sein de la médecine, car je ne suis pas sûr qu'en décrivant la médecine améliorative comme une relation de l'offre et de la demande entre un praticien et un demandeur, je ne suis pas sûr qu'en décrivant les choses ainsi, on se donne les moyens de construire une déontologie suffisamment puissante pour éviter les abus. Donc mon idée, c'est de conserver la médecine améliorative au sein de la médecine, tout simplement parce que la déontologie médicale va pouvoir encadrer cette pratique améliorative. Parce que la relation de l'offre et la demande, par exemple si je prends l'exemple de l'économie,
on voit les dégâts moraux ou éthiques que cela peut engendrer. Donc, il semblerait préférable que la déontologie médicale continue à s'appliquer à la médecine améliorative, et pour que la déontologie médicale continue à s'appliquer à la médecine améliorative, il faut donc que la médecine améliorative reste dans le sein de la médecine. Et donc, du coup, régler le problème du concept de maladie. Donc j'ai bien conscience que je n'ai pas donné peut-être un concept unifié de la maladie, mais du moins peut-être continuer à considérer quand même que le concept de maladie reste un concept, on va dire, normatif ou normateur de la médecine. Et pour finir, j'aimerais vous exposer un cas, et vous allez me dire ce que vous en pensez, un cas pratique, que j'ai tiré d'un article, alors je prononce mal le nom parce que c'est un Hollandais, March Schermer, donc c'est un philosophe de la médecine, et il prend l'exemple suivant. La stimulation cérébrale par implantation d'électrodes a été testée pour voir si elle pouvait apporter une réponse thérapeutique, outre à la maladie de Parkinson, aux troubles obsessionnels compulsifs et aux dépressions sévères. Donc on se dit, tiens, on va tester, on va implanter des électrodes dans le cerveau, on va injecter l'électricité, injecter, c'est pas le bon terme, mais on va stimuler électriquement le cerveau, et on va voir si, donc ça on le fait pour Parkinson, et on se dit, est-ce qu'on pourrait pas soigner aussi d'autres troubles, d'autres maladies, notamment le trouble obsessionnel compulsif. Une femme fut traitée, on a testé, fut traitée ainsi pour soigner son trouble obsessionnel compulsif. Voilà, donc on a mis des électrodes, on a planté des électrodes, et on a essayé de voir, on a regardé si ça soignait ou pas son trouble obsessionnel compulsif. Cette femme constate que son trouble ne diminue pas. En revanche, elle se sent plus heureuse, et elle ressent un bien-être accru, au point qu'elle demande au médecin de laisser les électrodes. C'est-à-dire que les électrodes ne guérissent pas, mais la dame fait une demande de médecine améliorative. Elle lui dit, ça ne soigne pas, d'accord, j'ai toujours mon trouble, par contre je me sens plus heureux, et j'ai un bien-être accru. Un dispositif qui avait été mis en place dans le cadre d'une médecine curative se révèle être un dispositif de médecine améliorative. Ma question est la suivante. Quelle attitude le médecin doit-il avoir face à la demande de la jeune femme? Est-ce qu'il lui enlève les électrodes ou est-ce qu'il les laisse? Voilà, je vous remercie. Merci Bertrand. Il nous reste une cinquantaine de minutes pour les questions. Je vais peut-être lancer la discussion en attendant que quelqu'un arrive. Il me semble que si on s'était moins détaché, si on était moins allé dans la séparation du corps et de l'esprit, on serait moins dans cette question de l'amélioration et de la médecine curative et de la médecine améliorative, puisque c'est quand même l'objet de la médecine c'est l'objet de la médecine que de s'intéresser en effet au malade, le malade considéré dans le corps et l'esprit, c'est-à-dire sans cette division artificielle qui était nécessaire pour l'histoire de la médecine. Il fallait s'occuper des organes, il fallait descendre encore plus bas, comprendre. Tout ça a été nécessaire, on ne va pas le critiquer, on est tous les bénéficiaires de tout cela. Mais il ne fallait jamais, je pense, perdre de vue que c'est le côté esprit en lien avec le corps qui fait l'être humain. Donc, toutes les maladies ont toujours été soignées dans cet objectif, par un médecin, j'allais dire, humaniste classique, de faire que le malade en ressente un bénéfice. Et l'exemple que tu prends est parfaitement admirable, parce que effectivement, on se met dans une situation d'une médecine hyper moderne qui, en fait, c'est le but de toute thérapie. Le but de toute thérapie, c'est pas forcément d'enlever le TOC. Le but du nutritionniste, c'est pas forcément de faire maigrir de 100 kilos son patient de 200 kilos. C'est aussi qu'il puisse être en situation, peut-être après, de voir lui-même comment il va maigrir. Enfin, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il me semble
que c'est revenir à cette unité du corps et de l'esprit qu'il faut prendre en compte, et que la fureur Sanandi et toutes les étapes par lesquelles on est passé, l'enthousiasme, d'ailleurs on voit bien que la pratique d'un médecin n'est pas la même quand il est jeune et quand il a acquis sa propre expérience. Il y a des choses qui vont changer. Peut-être que c'est parce que quand on devient plus capable de se surmonter tout ce qu'il faut pour bien s'occuper du corps, sans oublier l'esprit, parce que ça je pense qu'il faut dès le début, eh bien on peut plus encore donner son sens et sa place à l'esprit. Voilà. J'ai été un petit peu long, j'espère que ça va faire venir des questions. Eh ben, je vais vous donner ce qui s'est passé pour le médecin là, dans le cas, parce qu'en fait, il n'est pas du tout dans ta position. Du coup, le débat va être lancé, puisque... Oui, bien sûr. Alors, le médecin de la jeune femme répondit que son travail était de soigner son trouble obsessionnel compulsif, non de la rendre plus heureuse. Et donc, constatant que son dispositif n'atteignait pas le but qui s'était fixé, il avertit donc qu'il débrancherait les électrodes. C'est dans un cadre de protocole. Oui, non, mais bien sûr, non, mais voilà, bien sûr, voilà, dans le cas de protocole, évidemment, mais c'était un test dans un protocole. Mais bon, en disant effectivement, le protocole était de voir si ça soignait. Je constate que ça soigne pas, donc. Mais c'est intéressant. Oui, mais maintenant, imaginons que ce soit pas dans un protocole. Même si on va par là, on ouvre un peu à tout ce qui est. D'ailleurs, moi je trouvais un peu le cas dans votre position 2, à tout ce que j'appellerais entre guillemets, le complotisme, où il y a une super nouvelle technique. Je vais vous prendre un exemple concret, la transplantation fécale. Grand truc actuellement, qui marche dans une infection, dans une pathologie, c'est clair, c'est défini, c'est scientifiquement démontré, et qu'on essaye de demander dans, je sais, on s'en occupe un peu, donc j'ai eu des demandes, dans à peu près toutes les pathologies Non, pas testé. trouvées ou pas. Non, pas testées, c'est-à-dire on est sur des cas de gens qui sont pas bien pour des tas de raisons, et certainement tout à fait vrai, il n'y a pas de, c'est pas une remise en cause de ce que sont ces gens, mais qui sont persuadés intrinsèquement et qui demandent des transplantations fécales pour s'améliorer. Et on a le même genre de cas avec l'hydrothérapie du côlon, qui améliore l'état global des gens. Et et on a un espèce d'idée de cette technique elle est géniale, le microbiote intestinal c'est mon deuxième cerveau, si je rééquilibre mon deuxième cerveau, je vais aller mieux, quelle que soit ma pathologie de départ. Et alors ma question c'est quelqu'un vient vous voir, vous constatez qu'il est pas forcément, on va dire objectivement pas forcément malade. Il vous demande donc une transplantation fécale pour améliorer son état, son microbiote, etc. Et ma question c'est, si vous le faites, est-ce que vous considérez que c'est un acte médical ? Déjà c'est hors tout. Non mais imaginez juste comme ça, sans recherche, juste. Moi ma question c'est on réfléchit, voilà, on imagine un cas, une expérience de pensée. Est-ce que pour vous c'est un acte médical ? Mais avant de se poser cette question, il faut revenir à la science, c'est-à-dire le médecin, c'est aussi un scientifique, il est les deux. Donc si pour lui, en faisant cet acte, médical ou pas, il entraîne plein de problèmes aux patients, mais c'est pas normal. Non, l'expérience de pensée, c'est je vais faire une transplantation fécale. Je sais, je sais qu'il n'y aura pas de conséquences néfastes, etc. Voilà. Est-ce que c'est un acte médical au sens où, c'était ma question, au sens où il n'y a pas ici de maladie à proprement parler, il n'y a pas de présence de maladie à proprement parler, et donc ma question c'est, est-ce qu'on a affaire là à un acte médical ? Est-ce que vous, en tant que médecin, vous considérez que c'est un acte médical ? C'est un acte médical parce qu'on entraîne une potentielle transformation, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on apporte le microbiote qui n'est pas du tout le sien à une personne. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, sur le plan scientifique, ce qu'on en sait, c'est que dans la pathologie où elle a été testée, où elle est efficace, on n'a pas d'effets secondaires embêtants. Ça, c'est la réalité. Maintenant, quand on est face à un autre type de pathologie, ou pas d'ailleurs, ou d'état d'un patient qui l'est ou qui ne l'est pas, d'ailleurs, peu importe, je pense qu'on n'a aucune base
pour se dire est-ce que ça va entraîner quelque chose ou pas. Donc pour moi, oui, ça serait un acte médical, Ouais, non, mais pas à cause des conséquences potentielles que cela peut entraîner. Oui, Pas non, en c'est l'acte pas- en oui, lui-même. mais si c'est un acte médical, parce qu'il y a une plainte, tu vas avoir un professionnel qui va. Ah Voilà. oui, non, mais l'indication, la peau, on peut le poser ou pas, l'acte médical. Non, mais Qu'il en l'acte soit, médical, c'est certain. non, Ah, l'indication mais n'y on est le pas. posait, L'indication n'y est les pas. indications sont très normalisées. Voilà. Oui, il y a des procédures. Non, non, mais ça, d'indication, c'est des pathologie. mais le médecin, il garde sa conscience, il peut quand même dire, lui, Ah, mais il ça- pourrait ça- penser ça- qu'il ça- doit Oui, le mais poser le fera ou pas s'il n'y a pas. pas d'indication. après, avant Oui, de ben laisser voilà, la- mais c'est là, Jean-Étienne Christine, voulait- qu'il Ouais, faut mais dire. juste- Il faut C'est normal, c'est poser normal. l'indication, c'est le premier acte médical. Dire non, c'est le premier acte Ju- médical. juste- Et là, par exemple, demander au patient de quoi vous vous plaignez, c'est revenir sur le côté esprit en laissant peut-être un moment le corps de côté. De quoi souffrez-vous et pourquoi vous souffrez? Ouais, justement, Et parce déjà, à la fin, Moi, je peut-être on voulais a... Alors dévier un petit Jean-Étienne avait peu. une question, je pense que oui. c'est important Oui, que oui. la parole circule. Juste avant, Jean-Étienne, pour vous dire que donc vous voyez ma conférence, elle avait, l'objectif c'était sur est-ce que la médecine a besoin d'un concept de maladie. Enfin, c'était juste de vous montrer que peut-être que derrière cette question un peu technique, c'est d'interroger la frontière, les actes limites, de se dire, voilà, est-ce que là je suis du côté du médical, pas du côté du médical, en sachant que les frontières sont parfois relativement floues pour eux. Et donc c'était mon idée de dire, est-ce que du coup ce concept de maladie, il est important, il est important pour ces actes, à la limite, et de dire, voilà, est-ce que je suis encore dans la médecine ou pas? Et du coup, le concept de maladie, est-ce que là, il pourrait pas nous aider? C'était juste ça. Alors Jean-Étienne, je crois. Non, je voulais. T'es parti du principe que la médecine c'était une science de la maladie. Alors déjà une science, je suis pas sûr que la médecine soit une science. Non, c'est pas grave. Elle s'appuie sur la science, mais pas nécessairement une science. Ce service, Et, Des fois, on laisse tomber l'autre côté. Si on prend l'inverse et on dit la médecine c'est la science, enfin de la santé, et qu'on prend la définition de la santé au sens de l'OMS comme un complet bien-être physique, moral, et pas simplement une absence de maladie ou de handicap, à ce moment-là, la médecine améliorative, même peut-être la médecine légale, même la fin de vie, l'euthanasie, etc., peut prendre tout son sens comme étant un acte de santé jusqu'au bout. Deux observations. La première, c'est que quand même j'ai dit qu'elle elle était polémique cette définition. Donc je suis parti, on va dire, d'une définition un peu hard, enfin du côté donc de la science. Et ma deuxième remarque, c'est que par rapport à la définition de la santé de l'OMS, enfin du coup, c'est que là aussi, à ce moment-là, est-ce que tu ne penses pas ou vous ne pensez pas qu'il y a là aussi un risque de me dire, mais alors qu'est-ce qui relève de la médecine, qu'est-ce qui n'en relève pas? Si vous dites, la médecine a pour objet la santé, alors tout est médical. Et donc c'est pour ça que pour ça une nouvelle fois que peut-être le concept de maladie, à la rigueur, s'il ne définit pas, s'il ne permet pas de définir positivement ce que c'est que la médecine, peut-être au moins permet-il de définir négativement. Voilà ce que ça n'est pas. Et je suis pas certain que on est tous préoccupés par la santé, par garder notre santé, mais manger un yaourt biofidus, enfin je sais pas. Est-ce que du coup c'est un acte médical? Donc c'est pour ça que la définition de l'OMS, elle est bien, enfin elle me gêne un peu là-dessus. C'est qu'elle est un peu floue. Enfin, C'était aussi politique. oui, bien sûr, ouais. Je veux dire, il y a nécessairement un acte entre guillemets politique Ouais. dans la médecine. Par exemple, face à l'environnement, etc. Je pense que de ne pas réagir en tant que médecin à la pollution, à la dégradation de la terre, c'est et là, on ne peut pas le rentrer dans de la médecine curative. Donc effectivement, mais je suis content parce que si j'ai abordé par le biais de la médecine curative, c'est précisément pour qu'on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que la médecine en général, en tenant compte de toutes les dimensions médicales. Et il me semblait que effectivement une tendance, du moins de la médecine spécialisée, enfin tu connais bien la médecine spécialisée. C'est que peut-être, ou la peut-être tendance aussi de certains usagers de l'hôpital, c'est de penser que la médecine, elle n'est que curative, alors qu'en fait, Nordenfeld et d'autres pensent qu'il y a bien d'autres actes qui sont inclus dans la médecine et qui ne sont pas seulement curatifs. Mais le problème étant où j'arrête.
où j'arrête l'acte médical. Le problème de l'éthique. Voilà. Il y avait 2 questions. Qu'est-ce que vous pensez du fait de se dire que finalement, il faudrait peut-être définir la médecine comme la capacité à modifier un état, en se disant que pour faire de la médecine vraiment curative, on passe par la connaissance de la pathologie. Pour connaître la pathologie, il faut connaître la physiologie. Qui mieux que le médecin pour connaître la physiologie en elle-même. Et par la modification du physiologique, on pourrait faire de la médecine améliorative ou anthropotechnique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et que finalement, la médecine, ce serait la connaissance de la physiologie et de la pathologie, définie elle-même par le médecin seulement, et puis la capacité à le modifier en fait. Ouais, donc vous, ouais, je comprends. Ouais. Donc vous avez une définition de la maladie en disant, ben, on tient compte de la maladie. Vous êtes un petit peu quand même, du coup, plutôt dans la position théorique numéro 2, en disant finalement, la médecine répond à une demande, à une insatisfaction, une expérience de l'insatisfaction, et après je vais chercher à répondre à cette insatisfaction. Mais qui pourrait aussi répondre à la personne qui n'est pas définie comme pathologique, mais qui a une demande quand même, et qui est finalement juste un désir en fait. Ouais. Mais la réponse reste médicale. Et donc, ouais, d'accord, ouais. Et donc vous considérez, alors vous, ouais, que la médecine, enfin, que l'anthropotechnique reste bien un geste médical et appartient bien à la médecine. Alors, je vais vous embêter un peu. Considérez-vous que un médecin appartenant à une équipe cycliste professionnelle et qui dope les coureurs, pensez-vous qu'il est médecin? Oui. Ouais, non, mais c'est bien, vous allez jusqu'au bout de votre idée. Ouais. Ouais, pour vous, oui, vous êtes cohérente. Ouais, de valeur, ouais, vous êtes cohérent. Ouais, vous êtes cohérente, vous dites ok. Ouais. Pour vous, ouais, ça reste un acte. Le médecin reste, ouais, le médecin qui dope, ouais, il reste médecin. Ouais. Ouais. Non mais ouais, donc vous, ouais, position numéro 2, ouais, c'est ça, ouais. Non mais ouais. Il y a une question ici. Moi j'ai une question, mais étant elle-même une autre question, c'est quelle place pour le diagnostic dans la médecine améliorative? Et en fait, du coup, si le diagnostic c'est une pratique médicale, est-ce qu'il y a encore quelque chose à diagnostiquer dans la médecine améliorative? Alors, dans la médecine améliorative, alors, si vous partez du fait que vous êtes un chirurgien esthétique, bon, vous partez du fait que la relation n'est pas une relation médicale, donc c'est une relation de l'offre et de la demande. Donc, grosso modo, c'est pas un patient, mais c'est un client. Il vient en tant que client. Le diagnostic, il est simplement dans l'évaluation de la façon dont vous pouvez répondre à sa demande de la meilleure façon sans qu'il y ait trop d'effets secondaires. Donc, c'est là où vous allez élaborer un jugement rationnel pour dire comment je fais et par quel moyen je passe, quelle mise en œuvre j'effectue pour répondre à sa demande. Est-ce que je passe par casser son nez d'abord et ensuite le reconstituer? Est-ce que je passe par... Vous voyez, donc après, vous allez choisir la technique qui vous paraît... Donc, grosso modo, ça va être une rationalité des coûts et des inconvénients, quoi, des bénéfices et des avantages. Et donc, il y a un diagnostic de psychose. Soit lui-même va faire le diagnostic, soit il va l'envoyer à un psychiatre s'il ne se sent pas. Mais quand on peut faire déclencher une psychose à quelqu'un pour qui le réel va tout d'un coup lui tomber dessus. Ouais. Alors je vais faire l'avocat du diable. L'avocat du diable, j'ai dit, on a affaire à une relation de clientèle. Ça veut dire que je ne suis pas médecin. Je ne me considère pas comme médecin. Il y a une demande et je ne vais pas juger de la pertinence ou de la non-pertinence de cette demande, du bien fondé de cette demande. Et qu'est-ce que vous faites quand il revient après en vous disant vous m'avez déclenché une psychose? Eh ben c'est Michael Jackson, je refais une autre chirurgie esthétique. Ça ne me pose pas de problème. Alors là on n'est pas du tout côté. Non mais Marie-Elisabeth, Je sais bien, tu peux juste... Il y avait une question. Une question. En cas de l'euthanasie et du suicide assisté, est-ce qu'il vaudrait mieux considérer ça comme de la médecine curative ou comme de la médecine améliorative? Ou de la médecine tout court. Hein. Ouais, je comprends. Non, ouais, je comprends la question. Ouais. Ben, on n'est pas dans la médecine améliorative. Ben, oui, si, j'allais dire, mais si, ouais, je le rends. Ouais, donc on n'est pas dans le cas d'une médecine, enfin on n'est pas dans le cas d'une médecine curative puisque par définition je n'ai pas à le guérir,
Mais on est effectivement dans le cas d'une médecine. Alors, est-ce que dans la médecine améliorative, il faut quand même revenir à la définition quand même précise, qui est la médecine améliorative. Il s'agit d'une pratique qui améliore parce qu'elle augmente les fonctions et les capacités de l'homme au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir ou restaurer une bonne santé. Elle l'augmente. Donc ça veut dire que quand vous faites un suicide assisté, par définition, Eric Jungs, lui, il va dire, on n'est pas dans la médecine améliorative puisque je n'augmente aucune capacité. Au contraire, je tue le patient. Donc on n'est pas dans la médecine améliorative à ce titre-là, au niveau de cette augmentation. Par contre, si on se place dans mon cas de figure de la jeune femme qui va être plus heureux, si on dit oui, mais la demande est faite, je souffre trop, je veux mourir, etc. Et donc ça me rendra plus, on va dire, si ce n'est plus heureux, du moins plus apaisé, plus tranquillisé, et ça me permettra de dire au revoir à ma famille, à ce que le moment de la mort soit plus calme, etc. Là, oui, quoi. C'est un acte médical, mais c'est pas un acte. C'est un acte médical, mais qui n'est pas un acte curatif. N'est pas un acte curatif. La médecine n'est pas réduite à du curatif. Mais on a tendance parfois à l'oublier. Il y avait une question. Ouais, j'ai deux questions. Est-ce que de concevoir la médecine comme forcément associée à la maladie n'est pas une vision purement occidentale qui est totalement les médecines, comme la médecine chinoise ou d'autres médecines, qui ont leur forme de science dans la transmission ancestrale depuis des millénaires? Et est-ce qu'il faut forcément être médecin ou paramédicaux pour exercer la médecine, de même que l'éducation ne relève pas forcément seulement des... Alors, je vous remercie pour vos deux questions, vraiment, qui sont... Alors, pour la première, en fait, je ne suis pas un puits de science comme Alain Petit, et donc je ne connais pas la médecine, les médecines orientales, etc. Mais vous avez très certainement raison. Il faudrait, donc, en fait, du coup, dans ma liste de l'histoire de la médecine, c'est-à-dire ce concept de maladie, comment il a été pensé dans l'histoire de la médecine, ce qui peut varier aussi, c'est tout simplement la culture dans laquelle nous sommes, et qu'effectivement, il y a peut-être un autre modèle de maladie ou un autre concept de maladie qui n'est pas occidental, ou une pratique de la médecine autre, différente. Donc effectivement, ça veut dire que si je veux penser à un concept de maladie, il faudrait que je construise un concept de maladie qui puisse inclure les conceptions de la maladie telles qu'elles sont faites dans d'autres cultures. Donc si je veux avoir un concept unifié de la maladie. Et la question est de savoir est-ce que c'est possible du coup. Donc très, très bonne question, effectivement. Donc il faudrait aller voir de ce côté-là et voir si dans ces traditions ou ces cultures-là, le partage ne se fait pas tout autrement, ou les délimitations de l'acte médical ne se font pas par d'autres biais que ceux que je viens de vous présenter. Quant à votre seconde question, est-ce qu'un acte médical pourrait être effectué par quelqu'un qui n'aurait pas des compétences professionnelles, soit en tant que médecin, soit en tant que... Ouais. Non, mais c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que d'une part, par exemple, quand vous prenez la maladie chronique et que celui qui va se faire finalement son propre acte, le diabète, piquer, savoir faire une piqûre, etc. Ils ne sont pas médecins, enfin, ils n'ont pas fait d'études, et cependant, on pourrait très bien considérer que c'est un acte médical à proprement parler. Si on imagine un malade chronique qui a besoin tous les jours de faire un certain acte qu'on lui a appris, est-ce qu'il ne devient pas quand même dans une certaine mesure spécialiste de sa maladie ou qui sait sa maladie? Et je pense aussi, cette fois-ci, aux soins palliatifs. Les accompagnants, est-ce qu'ils ne sont pas aussi dans une certaine mesure, parce qu'ils font des soins, est-ce que les soins qu'ils font n'entrent pas comme un acte médical et ne font pas partie de la pratique médicale? Et peut-être qu'aujourd'hui la médecine, justement, alors ça pose, je pense, beaucoup de problèmes, mais que la médecine inclut de plus en plus d'acteurs non médicaux, et donc peut-être que Nordenfelt, il faudrait qu'il rajoute dans sa définition en disant
la médecine, la médecine est une pratique exercée et supervisée dans un cadre professionnel institutionnel. Bon. Du coup, dans les soins palliatifs, le cadre professionnel institutionnel, il n'y est pas puisqu'on est chez soi. Alors voilà, c'est ça. Alors, par les médecins et par le personnel paramédical en vue d'améliorer la santé, et peut-être qu'il faudrait rajouter, comme vous dites, peut-être par des personnes qui ne sont ni médecins ni paramédicaux, mais qui ont acquis une compétence. Je botte en touche, vous voyez, mais ou inverse. Merci de votre question. Enfin, ça permet d'enrichir la conférence et puis que vous puissiez réfléchir. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Merci. Il y a encore une question ici. Oui, c'est qu'en fait, je vais revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure sur le diagnostic. Mais cette question que je vais poser, en fait, c'est un peu la face cachée, mais elle part de plusieurs postulats. Le premier postulat, c'est que la médecine améliorative est une médecine, et dans le cadre de la médecine, et que dans cette médecine, il n'y a plus rien à diagnostiquer, parce que qu'est-ce que le fait de diagnostiquer? C'est de mettre en lumière une maladie. Mais peu importe le concept de maladie qu'on a, c'est diagnostiquer, c'est mettre en lumière de l'inconnu. Donc dans le cas de la médecine améliorative, par exemple la chirurgie esthétique, la personne, même si c'est un client, vient avec une idée de ce qu'elle veut. Donc il n'y a plus d'inconnu à mettre en lumière. Et donc si dans le cadre de la médecine curative, c'est ce concept de diagnostic qui permet au médecin de pouvoir agir sur le patient et de choisir pour lui, est-ce que le médecin dans la médecine améliorative a encore le droit d'agir un peu en autorité sur le patient? Non. En médecine, alors du coup, je dis non. En fait, c'est Jérôme Goffet, qui parle à travers moi. Non, il n'y a plus de position d'autorité. Voilà, on est dans un rapport de clientélisme. Par contre, votre question, elle est intéressante parce que pour vous faites passer la différence. Vous dites finalement une façon de définir l'acte médical, ou une façon de définir la médecine, ça ne serait plus de regarder du côté de l'objet, alors les malades ou les maladies, mais ça serait plutôt de regarder du côté de la pratique rationnelle mise en place par le médecin, mise en place par la personne. Ce serait de regarder du côté du jugement rationnel, de la rationalité effectuée par une personne, et ça serait de dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas définir la médecine cette fois-ci par un type de rationalité, par un jugement que l'on pourrait définir donc comme un jugement médical, et donc de lister les caractéristiques qui distinguent ce jugement médical d'autres jugements possibles, comme le jugement judiciaire, etc. Donc vous irez plutôt dans le sens de plutôt définir la médecine comme du côté de le processus rationnel que l'on met en place. D'où par exemple votre idée de diagnostic, par exemple, de dire oui, le médecin en fait c'est celui qui fait un diagnostic. Mais que faites-vous de tout le personnel paramédical qui n'est pas médecin et qui ne pratique pas le diagnostic? Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, voilà. Des actes médico-pratiques, mais qui n'est pas l'acte par essence du médecin, qui est de diagnostiquer, de faire le diagnostic différentiel et de voir quel traitement est le plus adapté dans l'état actuel des connaissances, et en écoutant la demande du patient, parce que c'est très important d'écouter la demande. Et là, je pense qu'on a un peu aussi oublié la plainte. Le médecin doit aussi écouter la plainte. Et là, par contre, c'est tout le monde qui peut l'écouter, cette plainte. Quelle est la plainte du patient? Il y avait une question ici. Juste, quand j'entends parler de plainte du patient, quelle est la place pour les médecines qui peut être coercitives, type les médecines sur la santé mentale, où du coup, il n'y a ni un but d'amélioration, parce que le patient peut très bien être heureux avec sa maladie, donc c'est un point de vue totalement extérieur. Et où est-ce qu'on peut placer le curseur dans ce type de maladie-là? Ça s'appelle au professionnel, mais du coup, comment on peut prendre en compte l'avis du patient si on part du postulat déjà que son avis est faussé? Mais on peut se placer de beaucoup de façons et on peut très bien décider qu'il n'est pas faussé. C'est même les thérapies, c'est comme ça. Dans les psychothérapies, c'est la vérité du patient qui compte. C'est celle-ci qu'il faut prendre en compte pour l'amener vers la réalité peut-être, ou pour ne pas l'amener vers la réalité, mais l'accompagner. Donc ça, on entre. Je suis désolée que Georges Brousse ne soit pas là aujourd'hui parce que
il est psychiatre et c'est son travail quotidien. Mais voilà, on n'est pas obligé de dire que le patient a tort. Au contraire, c'est la première chose qu'il faut recevoir. Et peut-être qu'on ne sera pas autant dans l'opposition entre améliorative et curative. On se retrouvera un peu. Et un autre point, quand tu as redonné la définition, tu as redonné l'améliorative, je me disais, à force de faire à l'extérieur de l'ensemble corps-esprit les améliorations dites supposées amélioratives, etc., est-ce qu'on n'affaiblit pas tout simplement le corps qui n'a plus rien à lutter ou à faire, tu vois, et que en fait, d'homme augmenté, comme l'enfant, quand on lui fait tout, il ouvre la bouche et ça rentre dedans, on lui apprendre, etc., etc., est-ce qu'on finit pas par l'affaiblir, au contraire? Oui, alors c'était j'avais fini sur la position de Canguilhem qui va dans ce sens-là, en disant finalement, vous connaissez le fameux mot de Nietzsche, hein, ce qui me tue pas me rend plus fort, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, oui, donc ça a un sens. Donc, d'accord. Mais pour en revenir juste rebondir par rapport à la question qui était qu'il y a quand même dans les pratiques médicales et dans les actes médicaux parfois des actes coercitifs et notamment en psychiatrie. Donc là aussi c'est pareil, ça interroge ce que c'est qu'un acte médical. Et du coup là aussi c'est une question adressée aux professionnels parce que quand j'ai défini la médecine, enfin Nordenfeld dit dans un cadre institutionnel et professionnel. Dès lors que ce cadre institutionnel et professionnel conduit les acteurs appartenant à cette institution à ne plus pouvoir pratiquer parce qu'ils n'ont plus les conditions pour le faire, donc l'hôpital entreprise. Je veux dire, les mots ont des sens, les mots ont un sens, quoi. Si vous appartenez à une institution que vous nommez hôpital entreprise, est-ce que vous êtes encore un acteur médical ? Est-ce que vous pratiquez au sein de cette institution encore des actes médicaux? Ou bien est-ce que vous êtes déjà dans un rapport de clientèle? Donc ça veut dire qu'il faut aussi garder derrière, il y a tout un... Là j'ai essayé de définir la médecine, ou l'activité de la médecine, mais peut-être qu'il faudrait aussi intégrer dans la boucle les conditions matérielles. Enfin, on aurait pu faire, peut-être que quelqu'un qui est marxiste aurait pu faire tout à fait une conférence en vous définissant la médecine en rapport aux conditions matérielles d'existence de la médecine. Et que le médecin appartient d'abord à une institution, et que donc si vous voulez définir la médecine, peut-être faut-il d'abord définir l'institution médicale. Et qu'est-ce que c'est qu'une institution? Et donc derrière, vous avez Foucault, toutes ces choses-là. Voilà, vous avez tous les... Alors, il y a une question ici, dit par là-bas. Oui, les médecins présents ici doivent être au courant de façon institutionnelle. Donc, il y a des nomenclatures précises, il y a des données scientifiques, il y a le code de déontologie, il y a le code de la santé publique, donc ils savent très bien ce que c'est qu'un acte médical. Et ils savent très bien que de toute façon, même dans des conditions économiques difficiles, l'acte médical n'est pas un acte unilatéral, mais c'est un acte de codécision entre le patient et le médecin. Donc l'acte médical, même s'il est susceptible d'une interrogation philosophique tout à fait opportune, je dirais qu'en réglementation et en droit positif, il existe. Et justement parce qu'il va générer un régime de responsabilité bien spécifique, que ce soit de la responsabilité civile, de la responsabilité pénale, de la responsabilité ordinale. Donc il existe déjà en réglementation et en droit positif cette activité médicale que l'on peut en effet interroger de façon éthique ou philosophique, mais en tout cas la relation, patient-médecin, depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, est bien considérée non pas comme une décision imposée, mais comme une co-décision. Donc ça, c'est sûr. Oui, non, merci de votre éclairage juridique. Mais une définition juridique est une chose, une définition de la chose même peut-être en est une autre, parce que vous avez dit qu'effectivement
l'acte médical est défini dans le droit positif, mais le droit, qui dit droit positif dit aussi modification possible. Enfin, et donc ça veut dire qu'on peut aussi tout à fait modifier la définition et pour en faire toute autre chose, etc. Donc oui, vous avez raison qu'effectivement, au niveau du le droit, c'est, mais vous savez que parfois il y a des cas qui sont entre les cases du droit, si je peux dire. Et là, à ce moment-là, c'est toute la jurisprudence, toute la... Donc oui, mais je suis entièrement... Enfin, merci de votre éclairage. En effet, ouais, on pourrait très bien définir, là aussi, la médecine, mais bon, moi je suis philosophe, donc... mais définir la médecine en allant regarder l'acte médical, ou en allant regarder du côté du droit. Disons que ça peut être un Ouais, point de départ, un point bien de sûr. comparaison. Bien sûr, bien Voilà. sûr, absolument, absolument, vous avez entièrement raison. Ouais, merci beaucoup. Autre question. Peut-être une dernière question. Quand vous parlez de la médecine, d'un concept de maladie, vous parlez du côté médecine, enfin, la médecine en tant que appartenant au médecin lui-même, mais si on fait allusion à cette codécision, le patient aussi. Et on voit des patients qui ont besoin d'un concept de maladie pour exister. Et vous voyez, Ouais. par exemple, on voit des maladies aujourd'hui qui font beaucoup de bruit et qui occasionnent beaucoup de consultations. Par exemple, les personnes qui sont atteintes de maladie de Lyme, on a beau, ils viennent avec ce postulat, ils ont un concept de maladie, c'est celui-là. En fait, c'est pas par antibiotique qu'on va guérir cette pathologie, parce qu'ils n'ont pas cette... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, mais il y a un défaut de concept. Ouais, non, mais c'est très... Dont ouais. le patient Mais, s'attache. mais c'est... Ah, c'est très intéressant parce que Eslo, donc, qui disait il faut se passer du concept de maladie, il le disait, lui, il disait d'un point de vue théorique, c'est-à-dire que théoriquement, le concept de maladie n'apporte rien pour définir la médecine, etc. Et qu'on peut très bien définir la médecine en théorie en se passant de ce concept de maladie. Et il disait, le concept de maladie, à la rigueur, il voit en pratique, justement, pour le médecin, et c'était son truc, pour étiqueter ses spécialisations. Mais ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que vous pouvez aussi, là, ce que presque vous objectez à Eslo en disant, mais le concept de maladie est aussi important pour le patient, il en a besoin de ce concept de maladie pour pouvoir effectivement soit s'identifier, soit se construire une identité, soit pouvoir aller, ne serait-ce que pour se justifier à ses propres yeux d'aller voir le médecin. Donc oui, donc effectivement, peut-être que ce concept de maladie, il ne faut pas le jeter, parce que on pourrait dire à Eslo, mais si on n'a plus de concept de maladie, peut-être qu'on n'a plus de malade, non. Enfin, on pourra... Donc le malade, ouais, là je suis... Il y a le malade a peut-être besoin, et donc si le malade en a besoin, bah, la médecine aussi du coup, parce qu'il n'y a pas de médecine sans malade, par définition. Ouais, mais ouais, effectivement, c'est une bonne... Enfin, merci beaucoup, là je suis très... Enfin, merci de toutes vos remarques, parce que ça enrichit bien le propos, quoi. Est-ce qu'on peut pas dire aussi que le médecin, c'est celui qui peut remplacer un peu par sa relation au patient ce que la science et les actes médicaux laissent en vide, en creux à une période donnée, parce qu'on l'a pas. On n'a pas encore cette solution. On n'a pas encore une solution à tout, tu vois. Et oui. La relation essaye de remplacer ce vide. Oui. Non, mais, ouais. Mais est-ce que là, vous n'entrez pas un peu dans le concept de, justement, de ce qui n'est plus de la médecine, où on dit, c'était votre position 2, où la médecine, ben, c'est tout. Ah non. À ce moment-là, on va jusqu'au bout, et la médecine entre dans tous les champs, et on cherche une réponse médicale à peu près toutes les questions, qui va avec ce que disait Christine juste avant. On cherche une réponse médicale à peu près tout ce qui peut nous arriver dans la vie. C'est dommage effectivement que Georges ne soit pas là, parce qu'effectivement les psychiatres sont extrêmement confrontés à ça. Non, là, je pense que vous avez... Pardon, j'ai pas compris. Non, c'est l'inverse. C'est quand on n'a pas de réponse scientifique, quand on a une réponse scientifique à donner, on doit la donner bien sûr, hein, et pour la co-décision, etc. Mais quand on n'en a pas, est-ce que la relation qu'on a eue avec ce patient en l'écoutant une demi-heure, ou en essayant d'en prendre, ça n'a pas déjà un petit peu comblé quelque chose? Il ne ressort pas comme il est rentré. Ça dépend. Ah bah oui, ça dépend. Non mais c'est terrible, parce que pour le voir dans le concept notamment de la maladie de Lyme, on a les deux. On a des gens qui effectivement, rien que l'écoute est déjà quelque chose, hein, et on avance. Et il y a des cas où, ben non. C'est difficile, hein, je trouve, moi, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment mettre quelque chose là-dessus, et je trouve vraiment que ça touche à vraiment nos limites.
dans ce cadre-là, Mm. réellement. Limite de travail. C'est ça, c'est le passage Voilà. à la thérapie après. Ouais. C'est un autre domaine. Mais ça, penser qu'ils ont des limites, ce serait grave. Bah oui. Il nous reste un peu de temps, c'est quoi la question? Ouais. Non, c'est juste une remarque. J'ai l'impression que ce serait intéressant d'arriver à vraiment s'intéresser à la terminologie, en fait, à faire la distinction entre diagnostic, parce que là j'ai l'impression qu'on parlait plus de diagnostic que de maladie, en fait. Le terme de maladie, et puis, c'est pas le troisième, vous pouvez le dire. Pourquoi j'ai oublié le troisième? Oui, non, mais effectivement, alors du coup, en anglais, ils ont 3 termes pour dire la maladie, illness, disease, pathologie, voilà. Donc oui, il faut définir. Alors du coup, le problème, enfin, c'est que j'ai pas voulu, j'avais qu'1 heure, et le problème, c'est que le concept de maladie, ou la définition du terme maladie, pose des problèmes aux philosophes lorsqu'ils vont se mettre à définir le concept de maladie. Donc tout ce débat anglo-saxon, parce que ça met en jeu le concept de fonction, concept comme vous dites, par exemple, de physiologie. Donc qui dit concept de fonction, ça veut dire que derrière, bah, vous avez l'idée de finalité. Alors en biologie, le concept de finalité, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction organique? Qu'est-ce que c'est comment est-ce que je reconnais qu'une fonction dysfonctionne, etc. Donc vous avez tout un en fait derrière définition, tout un tas de problèmes de philosophie de la biologie et de philosophie des sciences. C'est pour ça que c'est compliqué. Du coup, là, je vous ai juste exposé qu'il y a un débat, mais vous avez raison. Donc les philosophes, effectivement, ils se bagarrent sur des définitions, et donc il faudrait bien connaître ça. Et concernant le diagnostic, oui, encore, on revient effectivement à une piste possible que je n'ai pas explorée, effectivement, de savoir, j'avais dit, bon, ben, on peut définir une science par son objet, mais on peut définir une science par d'autres, on peut définir une science par sa méthodologie, on peut définir une science par le type de rationalité qu'elle met en œuvre, etc. Donc effectivement, la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic médical. Et ça, derrière nous, la question de diagnostic médical, c'est la question de l'intelligence artificielle, la télémédecine, etc. Vous voyez, toutes ces choses-là aussi. Est-ce qu'un ordinateur peut faire un diagnostic? Et si vous rentrez les données sur un ordinateur et qu'il vous sort quelque chose, est-ce que c'est un diagnostic, ça? Vous voyez, ça pose la question de la médecine par l'épreuve, l'IBM, comme vous voyez, la médecine par l'épreuve. Donc, ouais. Donc ça aussi, c'est à interroger. Donc voilà, pour les années suivantes. Pour les années suivantes. Tout ça, c'est à interroger. On a une question au fond de la salle. C'est une question, oui, c'est sur la trajectoire en fait de ton exposé. Si j'ai bien compris, tu opposes donc deux attitudes vis-à-vis de la maladie, deux approches, une approche naturaliste de Bourse et une autre approche culturaliste ou normative de je sais plus qui. Nordenfeld, ouais. Et à la fin, quand Guilhem arrive, comme un sauveur. Je trouve que sa réponse est naturaliste. Parce que d'une certaine façon, l'idée c'est que être en bonne santé pour un homme, pour une espèce finie, pour nous, pas pour un dieu, mais pour nous parce que c'est notre nature biologique, c'est pouvoir tomber malade et se relever. Et se relever. Ouais. Et ça, c'est naturaliste. Ouais. C'est biologique. Ouais. Sauf que quand Guilhem, il va dans son premier chapitre, il critique le principe de Broussais en disant la maladie, c'est pas un écart, c'est pas l'état normal à l'écart quantitatif près. Donc ce qui va critiquer, c'est cette notion de quantification et dire que la maladie, c'est pas l'état normal moins quelque chose. La maladie, c'est un état tout autre. Oui. Et tu dis oui, c'est naturel. Alors donc je vais repédaler dans le sens quand Guilhem, il est avant le débat, enfin
pour ceux qui ne savent pas, il a écrit dans les années, sa thèse, il a écrit en 1943, et le débat, il est dans les années 70. Les anglo-saxons ont lu Canguilhem, mais ce n'est pas leur auteur de chevet, ce n'est pas leur auteur de référence. Nordenfelt l'a lu, etc., a été un peu influencé par lui. À la rigueur, ce que Canguilhem reprocherait à Bourse, c'est l'idée d'une objectivité de la maladie, qui aurait des critères objectifs, et qui aurait une réalité objective, physiologique, etc. Il y a ça, mais la maladie, c'est pas seulement ça, c'est une allure de vie. Il dit aussi une allure de vie, une modification dans la façon d'être. Mais tu as raison de dire, ça reste naturaliste. Est-ce que c'est naturaliste ou humaniste? Moi, je me pose un peu la question, parce que quand on parle de la nature de l'homme, elle peut être humaniste. Et humaniste, oui, mais pas tout à fait naturel. oui, non, mais Canguilhem, il est plutôt humaniste, quoi. Enfin, justement. Il est humaniste. Non, enfin, je peux pas dire qu'il est humaniste puisqu'il a défendu Foucault. Mais oui, c'est quand même quelqu'un qui. Canguilhem, c'est quelqu'un qui met en avant l'expérience du malade. Voilà, une singularité et l'expérience du malade, qui dit que ce qui compte, c'est de tenir compte de l'expérience du malade, que finalement le mieux placé pour dire ce qu'est l'expérience d'être malade, c'est le malade lui-même, et que le médecin doit d'abord se mettre à l'écoute de celui qui fait l'expérience de la maladie. Et le médecin ne peut se mettre à son écoute que parce que lui-même peut tomber malade et a vécu lui aussi l'expérience d'être malade. Mais par rapport à ce que vous dites et la position du médecin, moi j'ai l'impression quand même que le médecin il a un rôle qui est défini dans une société. Tout à l'heure dans votre présentation, à un moment vous avez buté sur guérisseur, marabout, le rôle qu'on peut jouer. La dame qui est intervenue sur la nature de la médecine chinoise et du médecin à travers le monde fait qu'on est toujours médecin dans une époque et dans une société qui nous conditionne pour faire quelque chose en définissant elle-même la maladie, parce qu'elle nous demande d'en faire. C'est-à-dire que quand on parle de la fin de vie, la médecine, pour moi, j'essaie d'aller disons à la racine indo-européenne du mot médecine, qui est la même chose que médiateur, c'est remettre en ordre un chaos. Après, beaucoup de gens remettent en ordre un chaos, et des fois, c'est votre voisine de palier qui remettra en ordre le chaos, pourtant elle n'est pas médecin. À un moment, on demande un certain nombre de choses, effectivement, qui passent par le droit positif, par un certain nombre de choses qui sont encadrées, et qui font qu'à un moment, oui, la médecine et le médecin a besoin de la maladie, et pas de n'importe quelle maladie. Et quand on choisit de confier au médecin le rôle, par exemple, de réaliser des IVG, ou de s'occuper de la fin de vie, le médecin va se transformer par rapport à ces demandes qui arrivent vers lui, et qui, à un moment, échouait, je ne sais pas comment on dit. Échoue. Voilà, à d'autres gens. Et je me demande si, quand on parle de la fin de vie, la vraie question n'est pas comment on arrive à accompagner un patient qui a une interrogation et une demande par rapport à sa fin de vie, et si le moyen n'est pas presque le détail qui arrive quand les choses ont été, j'allais dire, éclaircies de concert. Alors, ma réponse sera très brève. C'est que ce que vous venez de dire, effectivement, vous êtes plutôt dans la tradition, dans ce fameux débat, du côté de Nordenfelt, du côté justement que la médecine est toujours, il faut toujours la définir dans une société, etc. etc. Donc, tout ce que vous dites, c'est effectivement très bien. Sachez simplement que la position que vous avez, qui est légitime, etc., elle a fait l'objet de controverses, et qu'il y a des philosophes qui sont, enfin, et pas seulement des philosophes, Christopher Bourse par exemple ne serait pas d'accord avec vous. Voilà. C'est juste pour vous dire que en fait la manière dont vous présentez la chose, elle peut faire elle fait débat, elle peut faire difficulté, et que certains ne seront pas d'accord. Mais alors je précise simplement par rapport à la manière dont vous comprenez ce que je dis. Oui. Je précise juste une chose, c'est que je pense que dans tout ce que les gens ont dit, la vérité est partout, et que effectivement, quand moi je présente cette chose-là, je la présente
dans la société dans laquelle je vis. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est-à-dire Oui. je réponds par rapport à une pratique Oui, qui est sûr. la mienne. Ouais, ça va, c'est ce que Mais ouais. ce que je veux dire, je ne dis pas que c'est une théorie absolue, parce que je reconnais parfaitement qu'effectivement, en d'autres lieux et dans d'autres temps, Oui, mais on peut présenter les choses oui, d'une mais manière ça peut- tout à fait D'accord. différente. Et donc, Ouais. je ne vois pas où Vous serait avez, la... vous avez une conception plutôt culturaliste, c'est-à-dire que la Et oui, et pourquoi il y aurait mais une remise en cause ouais. Non, mais je ne remets pas en cause, c'est juste que vous avez une conception culturaliste de l'activité médicale, c'est-à-dire... Non, de la mienne actuellement, pas de l'activité médicale. Eh ben, ouais, voilà, de la vôtre, si vous voulez, mais Voilà. ouais, de Mais la je- vôtre. Après, par contre, je ne la bon, défends ouais, pas. bien sûr. Je la cause tellement Après, la qu'il y a vérité clause n'est pas de partout, hein. conscience. Heureusement qu'il y a la clause de conscience, parce que vous nous avez donné deux exemples qui sont effectivement très très durs, très difficiles, dans les plus difficiles. Et c'est pour ça qu'il y a la clause de conscience, je pense, hein, que pour revenir à ce que disait la dame, même dans le droit positif, enfin, le médecin peut refuser ce que la société, à cette époque et à ce moment et en ce lieu, lui dit qu'il a le droit de faire. Il peut dire oui, j'ai le droit, je ne le fais pas. Heureusement hein, qu'on a ça. Quand même, Sur ces bonnes paroles, je propose. Ben, merci beaucoup. Moi, merci.